cet atelier RH, l'accès des femmes à des postes à responsabilité. Alors, en tant que participante, vous n'avez pas de micro et vous n'avez pas de caméra. En revanche, vous avez le chat. Vous avez la possibilité de poser des questions de façon anonyme si vous le souhaitez. Lorsque vous poserez vos questions, elles n'apparaîtront pas dans le chat. Elles ne seront pas visibles. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais vous pouvez vous poser vos questions tout au long de la conférence et on y répondra. Voilà, donc je vais à présent laisser la place à Doris Birkhofer de Siemens et à Lise Leblanc d'Altera Group. C'est à vous. Hop, je partage mon écran. Qui veut commencer? Doris, tu veux commencer ou Vas-y, Lise. Oui, ok. Bon, bonjour, donc je suis Lise Leblanc, je suis présidente de Cogedim Île-de-France, une des structures du groupe Altarea Cogedim. Alors, mon parcours, il est un peu particulier parce que je n'étais pas du tout destinée à travailler dans l'immobilier à l'origine parce que j'ai fait des études de psychologie et de sociologie. Alors, je travaillais chez un cabinet de chasse de tête renommé à l'époque où j'ai rencontré un des patrons du groupe Bouygues qui voulait monter sa structure. Donc, en faisant l'entretien pour définir les postes, il a fini par me proposer de partir avec lui pour créer cette structure. Et donc, j'étais du coup matricule 001 et j'ai monté la structure avec lui de promotion immobilière qui s'appelait Coprime. J'ai fait du coup tous les métiers de la promotion au début pour devenir au bout de 4 ans directrice générale de l'immobilier d'entreprise. Alors, c'était une expérience qui était très enrichissante et très formatrice. Ensuite, en 2000, Coprime a été vendue à la Société Générale et elle a fusionné avec Sogeprom. Et donc, nous avons décidé tous les deux, créateurs de Coprime, de recommencer l'aventure entrepreneuriale à zéro et de créer Cofim. J'étais spécialisée en immobilier d'entreprise et donc j'ai voulu apprendre un nouveau métier, la promotion immobilière de logement. Et du coup, je me suis dit, la meilleure école pour commencer à faire du logement, c'est dans le groupe Cogedim, parce que c'était vraiment une école d'excellence avec des bons fondamentaux sur des produits haut de gamme. Et donc, je suis rentrée chez Cogedim, du coup, en 2004, mais donc j'ai appris le métier du logement. Mais par contre, l'aventure entrepreneuriale me manquait un tout petit peu. Et donc, du coup, je suis rentrée chez Pitch en 2007 pour créer son département logement. Et je suis en tant que directrice générale logement de Paris et région Île-de-France. Le groupe Pitch, la société Pitch, a été rachetée par le groupe Altarea en 2016. Et du coup, en 2019, j'ai profité d'une mobilité interne à l'intérieur du groupe pour devenir présidente de Cogedim Île-de-France. Aujourd'hui, je dirige 120 personnes sur le développement, la production, la commercialisation et le service clientèle à terme aussi sur toute la grande couronne de Paris. C'est un département sur lequel il y a effectivement le plus de potentiel. Et notre job, c'est créer, concevoir des logements innovants qui doivent répondre aux besoins et aux usages des clients, qui, tout en étant vertueux en termes environnementaux et en termes de qualité. Voilà. Alors, la citation qui me tient un petit peu à cœur parce que ma réussite ne tient pas à moi toute seule. Et en fait, la notion d'équipe, pour moi, est hyper importante. Et ma citation favorite, c'est de Henry Ford. C'est « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite ». Voilà pour ma présentation. Voilà, bon, peut-être j'enchaîne. Donc, bonjour à toutes. Je suis très, très heureuse d'être avec vous. Toujours une très belle opportunité d'échanger avec des étudiantes, surtout dans les domaines du STEM, donc de tout ce qui est technologie et sciences. Alors, d'où vient-je? Bon, vous l'entendez, j'ai un accent, j'essaie de m'en débarrasser, mais j'y arrive pas. Donc, je suis d'origine allemande, je suis née en Bavière, en Allemagne. Et lors des champs scolaires, donc j'ai eu l'opportunité en fait de découvrir mon amour pour la France. Et donc, j'ai poursuivi des études internationales du business international en Allemagne et en France. Pour la France, l'école Neoma que vous connaissez peut-être à Reims. Donc, j'ai fait ça. Et par la suite, j'ai rejoint le groupe Siemens dans le conseil interne où j'ai travaillé pendant 7 ans en Allemagne et aux États-Unis. Après, j'ai rejoint la corporate strategy du groupe Siemens en Allemagne où j'ai travaillé pendant 2 ans avant d'avoir eu l'occasion d'avoir un premier poste de general management en tant que responsable d'un segment business dans le secteur de la healthcare IT, donc tout ce qui est contrôle d'accès et gestion des identités dans le secteur de la santé. En 2008, j'ai décidé de
de quitter Siemens pour vivre et pour travailler en France. Donc, je suis en France depuis 2008. Et à cette occasion, j'ai rejoint le groupe Saint-Gobain, où j'ai travaillé pendant 5 ans, d'abord en tant que directrice de la stratégie d'une division et après en tant que présidente d'une filiale de Saint-Gobain qui faisait de la construction de machines avec 3 usines en Allemagne, aux États-Unis et en Inde. Après mon expérience chez Saint-Gobain, j'ai eu une offre intéressante par la société américaine Alcoa, qui après une scission s'est appelée Arconic, où j'étais au début la responsable de la stratégie et M&A, et après j'étais la présidente d'Arconic en France, avec 12 sites industriels et beaucoup de grands clients, surtout dans l'aéronautique et dans l'automobile. En 2018, j'étais recontactée par Siemens, avec qui j'ai toujours en fait gardé de bons liens, où m'a proposé un poste très intéressant en tant que VP, Vice President de Building Technologies pour l'Europe de l'Ouest. Donc, c'était la France, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Ce que j'ai fait, après, il y a eu une réorganisation. Et depuis 1 an, je suis la directrice générale de Siemens Smart Infrastructure en France et en Belux, avec 2500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros. Et donc, on est dans un business similaire de celui de Lise. Donc, nous, en fait, on fournit des technologies intelligentes pour tout ce qui est bâtiment et performance énergétique. Voilà, donc très brièvement mon parcours. Et pour ma devise, alors j'y ai réfléchi. Bon, vous connaissez Seneca qui a dit à un moment, je vous le dirai en anglais, c'est luck is what happens when preparation meets opportunity. Moi, je dirais plutôt que c'est plutôt le succès. Success occurs when opportunity meets preparation. Et c'est ce dont je vous parlerai tout à l'heure quand on parlera d'oser et d'opportunité. Merci à vous. Hop, je vous laisse enchaîner du coup sur le thème de l'atelier. Alors, le thème de l'atelier, c'est oser les opportunités. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière parce que j'ai saisi 3 opportunités, on va dire 4, non 3. Quand j'étais chez le chasseur de tête et que j'ai rencontré ce grand patron du groupe Bouygues et qui a développé le souhait de pouvoir créer une nouvelle structure, on a beaucoup discuté et comme ça, du jour au lendemain, enfin comme ça d'un seul coup, il me dit « Et si vous veniez avec moi créer cette entreprise ?» Bon, on avait bien matché, mais moi, j'étais en socio et en psycho en parallèle. J'avais rien à perdre. J'avais 2 ans d'avance à l'école. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, j'ai 19 ans, pourquoi pas? Allez, allons-y, je vais apprendre un nouveau métier. Je risque rien. Et en fait, c'est une belle aventure parce que cette opportunité, j'ai pas réfléchi, j'y suis allée. Je me suis bien sentie avec ce monsieur. Et je me suis dit, bah, allez, on ose. J'ai rien à perdre. À 19 ans, on perd rien de saisir cette opportunité et c'était une vraie réussite. Ensuite, quand Société Générale a racheté la société Coprime, c'était évident qu'il fallait qu'on recrée quelque chose ensemble. Et puis, donc, c'était également une deuxième opportunité. Et par contre, quand je suis partie chez Pitch, c'était pouvoir démontrer aussi, c'était la rencontre avec une personne aussi, c'est une nouvelle opportunité à saisir, c'était pouvoir montrer mes compétences, parce que là, à ce moment-là, je maîtrisais le métier, alors qu'à l'origine, je ne le maîtrisais pas, parce que quand je suis partie de socio et psycho, faire de la promotion, c'était une vraie révélation pour moi, mais il fallait tout apprendre. Et quand je suis partie chez Pitch, créer le département logement, là, effectivement, c'était une nouvelle opportunité pour suivre un nouveau personnage qui était un vrai développeur et montrer ce que je savais faire et monter la structure. C'était une nouvelle, j'étais très bien en création de postes chez Ecofim, mais c'était une nouvelle expérience, montrer que je pouvais changer de métier et c'était une nouvelle, pas très clair ce que je pensais, une nouvelle opportunité saisie. Ensuite, quand je suis arrivée chez Cogedim en tant que présidente du groupe de Cogedim Île-de-France, là, c'était la transformation d'une difficulté en opportunité, puisque Pitch avait été racheté. La nouvelle gouvernance que le groupe avait mis en place ne me convenait pas, et donc j'ai demandé une mobilité interne. Et cette difficulté que j'avais dans cette nouvelle gouvernance, je l'ai transformée en opportunité, puisque j'ai récupéré un poste encore plus élevé, avec beaucoup de choses à prouver.
Et voilà, cette difficulté s'est transformée en opportunité. Voilà, je dirais qu'en fait, c'est des rencontres, des difficultés qu'on transforme en opportunités. Et c'est aussi se faire aider par des tas de personnes, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont beaucoup aidé. Et c'est principalement aussi beaucoup de travail. Doris? Voilà, donc en réflectant un peu comment présenter les opportunités qui voilà, se sont présentées à moi et où j'ai osé, en fait, je reviens un peu sur ma citation où j'ai dit, voilà, je pense vraiment pour avoir du succès, il faut toujours un mélange entre être bien préparé et avoir de la chance, tout court. Et avec préparation, je veux dire travailler dur et apprendre, apprentissage continu. Et avec opportunité, je veux dire, il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Voilà, et donc là, je pense qu'il y avait 5 points clés ou éléments clés dans mon parcours. Le premier, c'est bien sûr le bon parcours scolaire. Et ça commence très tôt. Pour votre info, là, je suis issue d'un background non académique, bien protégé, mais dans un petit village, petite ville en Bavière, il y a 40 ans, c'était pas du tout normal que les enfants allaient au lycée à l'époque. On poursuivait voilà, une école normale, après on faisait un apprentissage et surtout les filles, c'était pas du tout prévu. Mais j'avais de la chance que notre voisin, c'était le directeur de l'école primaire qui me connaissait et j'avais toujours de bonnes notes à l'école et c'est lui qui a convaincu ma mère quand j'avais 10 ans et c'était aussi au moment où mon père est décédé, c'était une situation difficile. Il l'a convaincu de dire, écoute, elle a le talent, envoie-la au lycée. Et finalement, c'est ce qui m'a permis de poursuivre des études et faire ce que je fais aujourd'hui. Après, c'est les bonnes études. Et les bonnes études, c'est quelque chose qui est très personnel. Il faut étudier, il faut faire des études autour des sujets qui vous passionnent, bien évidemment, mais il faut aussi, je pense, se poser la question, est-ce qu'avec ça, j'ai une chance aussi de vivre la vie que j'ai envie de vivre, aussi d'un point de vue financier et autres. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours adoré la France. J'ai dit, bon, je vais faire des études de langue. Et mon frère, qui était professeur à l'université militaire autour des sujets de business, il a dit, écoute, fais un truc français, mais combine-le avec, il a dit, un véritable métier, fais du business, fais du juridique, fais quelque chose. Et donc, j'ai cherché des écoles qui proposaient les deux. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, en fait, cette école, ça s'appelle maintenant ESP Business School, qui travaillait en partenariat avec le CESEM, qui est maintenant le Neoma Business France. Et il s'est aussi avéré que cette école, en fait, est une école qui est très, très prestigieuse en Allemagne. C'était la plus prestigieuse business school en Allemagne. Et il était assez difficile de pouvoir y accéder, mais heureusement, j'avais les bonnes notes qui m'ont permis, donc je reviens à la préparation, et les choses ne viennent pas de rien, donc il faut bien bosser, et donc ça m'a permis d'accéder à cette très bonne école. Troisième élément clé, voilà, c'est avoir le bon first job. Et là, j'avais aussi de la chance parce que j'ai fait un stage quand j'étais chez Siemens où j'ai croisé un des senior managers de Siemens Management Consulting, donc le conseil interne où j'ai travaillé lors de mon premier job, qui m'a encouragé de postuler chez eux. Et là, pareil, j'étais acceptée. Normalement, les critères étaient il faut avoir un MBA ou un doctorat. Moi, j'avais ni l'un ni l'autre, mais je venais de cette école très prestigieuse et ils ont fait une exception pour cette école. Et donc là, j'étais voilà la première, la plus jeune consultante et project manager pendant très longtemps. Et ça m'a permis aussi de faire connaissance de personnes qui après ont aussi un peu façonné mon parcours. Quatrième sujet, il faut avoir les bons patrons. Bon, c'est difficile à choisir. Bon, on peut les choisir d'une certaine manière, mais là, surtout au début, on tombe sur quelqu'un et ça va quand même aussi beaucoup influencer le parcours qu'on va suivre. Lise, voilà, tu as eu une expérience comparable. Moi, j'avais toujours des patrons qui étaient très bienveillants, qui me proposaient des opportunités qui étaient vraiment aussi en dehors de ma zone de confort. Et pour la plupart, et je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non, mais c'était des personnes, des hommes qui avaient des filles, des jeunes filles, et ils voulaient, je pense que ça leur a aussi ouvert les yeux, voilà, ça les a rendus un peu sensibles aux enjeux de jeunes femmes, et ça leur a aussi donné envie de me soutenir dans mon développement personnel parce que, voilà, ils voulaient que leurs filles réussissent, et donc ça aide, je pense, ça améliore ou ça ouvre la sensibilité. Et dernier sujet, en général, il faut avoir un bon réseau.
il faut bien choisir son réseau personnel et investir dans son réseau professionnel. Il faut rester en contact avec les personnes que l'on apprécie, hein, à titre personnel et professionnel. C'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, j'ai rejoint Siemens en 2018. C'est aussi grâce au fait que j'ai toujours gardé le contact avec mes anciens collègues avec qui j'ai grandi, des personnes qui maintenant ont des postes importants au sein de l'entreprise, aussi à l'extérieur de l'entreprise. Donc, il faut bien travailler son réseau. Le temps est rare, donc il faut aussi cibler, focuser. Mais un bon réseau, c'est primordial aussi pour réussir. Voilà, donc ça, ce sont les 5 éléments clés que je voulais partager avec vous. Fanny, à toi. Est-ce qu'on a des questions? Non, pour le moment, tout va bien. Apparemment, ce que vous racontez est clair. Il n'y a pas encore de questions. Donc, je vous fais signe dès qu'il y en a. Et je rappelle aux participants, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la conférence. Voilà, donc profitez-en, hein. On est là pour, si vous avez des questions ou des remarques ou des réflexions, on est là pour échanger avec vous. Ne soyez pas timide, il n'y a aucune question bête et surtout, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez la possibilité de poser vos questions de façon anonyme. Voilà, donc c'est à vous. Ce qui est important, c'est de se dire, c'est qu'il faut vraiment oser. Et comme le dit Fanny, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de rendez-vous idiot. Moi, je me rappelle au tout début, quand je suis arrivée dans la promotion immobilière, j'ai fait des rendez-vous où on m'a largué dans le grand bain. Eh ben, avec beaucoup de travail et de la pugnacité, on arrive toujours à tout, quoi. Il faut oser, il faut pas avoir de frein, il faut pas écouter les stéréotypes. Voilà, il faut vraiment oser et avoir peur de rien. En fait. Et comme le disait Doris, on a eu la chance d'être accompagnés toutes les deux par des gens effectivement qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus et qui nous ont donné cette chance. La quote-part de chance est importante aussi, mais ça fait pas tout. Le plus important, c'est le travail et la pugnacité en fait aussi. Et il y a aussi un point intéressant où je ne sais pas comment c'est chez toi, mais la question est aussi chez Siemens, est-ce qu'il faut avoir un système de mentoring officialisé, formalisé, ou est-ce que c'est quelque chose qui se construit de façon naturelle? Et mon observation était oui, parfois j'avais un mentor qui m'a été associé de façon plutôt aléatoire, mais c'est pas ces personnes qui m'ont aidé, c'est tu établis un lien avec quelqu'un et c'est ça qui va aider. Donc, là aussi, je ne sais pas, peut-être vous pouvez aussi nous faire un retour. Est-ce que vous avez déjà maintenant, lors de stages que vous avez faits ou dans votre entourage personnel, des personnes que vous considérez comme des mentors qui vous aident et qui vous donnent d'autres perspectives en fait? Et c'est vrai, comme le dit Doris, c'est pas forcément que notre patron qui nous aide. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un avocat, un architecte et un banquier qui m'ont pris sous leurs ailes et qui m'ont beaucoup aidé. Mais effectivement, le côté relation, le côté réseau est très important aussi, oui. Alors, j'ai des questions qui arrivent. Tout d'abord, la première, comment avoir un bon réseau? Alors, pour ma part, un bon réseau, c'est être à l'écoute, être sympathique, ne pas parler que de soi, mais justement écouter les autres. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui est capital, moi, dans mon métier, dans la promotion, c'est qu'il faut être fiable, fidèle, et jamais faire d'entourloupe à quelqu'un, parce que c'est un petit secteur, un petit milieu où on se retrouve toujours. Donc, faut être droite et honnête et être dans l'écoute. Oui. Non, mais tout à fait. Et que je l'ai dit, hein, il y a des personnes qui construisent des raisons de façon très opportuniste. Hein. Ils regardent sur LinkedIn, c'est qui la personne qui a le plus d'influence. Et tout à fait, il faut connaître ces personnes. C'est vrai. De l'autre côté, je pense que ce qui compte, c'est d'avoir en fait cette relation personnelle. Hein. Faut aimer les gens avec lesquels on est connecté, surtout si ces personnes, par exemple, ça arrive hein, dans notre métier, il y a des gens qui, voilà, il y a une restructuration, ils quittent une société, ils n'ont pas de job. Et si à ce moment-là, ces personnes que tu apprécies te sollicitent et tu les aides, tu les mets en contact avec d'autres, ça va toujours se payer parce que si toi, à un moment donné, tu es dans une difficulté, tu sais que ces personnes vont aussi t'aider. Donc, il faut être là pour les autres quand ils ne sont pas les stars. Exactement. Il n'y a pas que les stars qui peuvent nous aider, bien au contraire, parce que une personne qui a un petit job peut être une personne à un gros job à terme. Donc, il n'y a pas de petit job, en fait, au final, et de petites personnes. Quoi.
Et après, je pense bon aussi, nous avons commencé notre carrière, tout ce qui est LinkedIn et tout ça, ça n'existait pas, ça, c'était différent. Maintenant, je pense qu'il faut aussi commencer à utiliser LinkedIn, où vous pouvez commencer à construire un peu votre réseau à travers les stages que vous faites, où vous vous connectez avec des personnes dans la société, et à travers ça, vous allez établir aussi votre réseau social, mais il ne faut pas négliger le réseau physique. Voilà. Ok, merci pour cette réponse. Alors ensuite, comment arrivez-vous à gérer la pression? Alors, la pression. Bah, écoutez, la pression, en fait, elle est positive parce que c'est ce qui nous fait aussi un petit peu avancer. Moi, j'ai une faculté, du fait de mes études justement de psychologie et de sociologie, j'ai une faculté à pouvoir m'extraire de la pression en me disant, il n'y a rien de grave dans la vie. Je n'ai pas un cancer en phase terminale. La pression, ça se gère. On arrive à la maîtriser. Il faut juste arriver à prendre du recul pour gérer la pression. C'est tout. À mon sens, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Bon, il faut prendre du recul. Parfois, bon, j'avoue aussi, hein, il y a des journées où je me dis le soir, je suis crevée, il y a énormément de sujets, mais ce qui aide, c'est aussi que tu rentres. Moi, bon, j'ai 2 petits enfants, hein, je rentre à la maison et mes enfants me racontent des petites histoires, mais vraiment des banalités, mais qui sont très importantes pour eux et ça relativise aussi les choses. Ça te permet de prendre de recul d'une certaine manière. Et après, il faut aussi se dire, si tu es dans un job où tu es stressé en permanence, il faut changer. J'avais un patron qui une fois m'a dit, sa devise c'était love it, change it or leave it. Tu adores ton job, super. Si tu n'aimes pas quelque chose, change-le. Si tu n'arrives pas à le changer, voilà, leave it, fais d'autres choses. On n'est pas prisonnière de notre boulot, hein. On a toujours la possibilité de faire d'autres choses en fin du compte. Je suis d'accord avec Doris. En fait, arriver au travail, c'est pas une contrainte, hein. Et donc, en fait, notre job, quand on l'aime et quand on arrive à évoluer comme il faut, c'est un plaisir de venir travailler. C'est pas une contrainte. Donc, la pression, on la gère facilement dans ces conditions. Et Doris a complètement raison. Si on n'est pas heureux, il faut changer de job. C'est que fondamentalement, c'est pas notre job, en fait. Alors, une question suivante. Quel était votre sentiment en début de carrière? Sentiment. Il faudrait préciser un petit peu la question du coup. Ça veut dire quoi? Alors, le sentiment? Du coup, donc Léna Diata qui a posé cette question, est-ce que tu peux me renvoyer un message pour préciser un petit peu ta question, s'il te plaît, et on y répondra juste après. En attendant, on va passer à une autre question. Avez-vous rencontré des difficultés par rapport à votre genre, des difficultés discriminatoires lors de votre montée hiérarchique? Alors moi, pour ma part, jamais, puisque j'ai jamais fait attention en fait à toutes les discriminations qu'il peut y avoir. Je n'ai jamais souffert des stéréotypes de genre je suis une femme, pourquoi? C'est quelque chose auquel il ne faut pas prêter attention en fait. Faut pas se freiner, faut pas se dire ah mais je suis une femme donc j'évoluerai moins vite, ah je vais avoir des enfants donc congé maternité c'est pas bien. Voilà, faut jamais se poser ce type de questions en fait. Moi non plus, j'ai pas rencontré de difficultés. Moi, je dirais que quand tu es surtout dans des grands groupes, hein, ils ont tellement envie aussi. Bon, je pense de plus en plus, les top managers sont convaincus que la diversité, c'est un plus. En plus, il y a la pression sociétale, donc ils ont besoin de femmes dans des postes de management. Donc, à partir du moment où ils ont identifié une, hein, voilà, je pense que c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Après, surtout en début de carrière, bon, comme je dis, j'étais beaucoup aidée par mes patrons, mais parfois, quand on dans un performance review, on te fait un feedback et on te dit, mais voilà, tu es quand même quelqu'un qui est très assertive, donc tu sais t'imposer, mais fais attention, ça peut irriter quelques personnes. Surtout, moi, j'avais mon premier job de management où j'ai dirigé une équipe de plus de 100 personnes à 30 ans. Et j'étais entourée d'ingénieurs qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Et je le comprends aussi d'une certaine manière que c'est irritant un peu, mais après, c'est aussi à moi de leur montrer que voilà, je ne vais pas jouer le big boss. Mais parfois, c'est la seule chose que j'ai observé, que parfois des traits de caractère que l'on considère normal chez un homme, on dit fais attention parce que toi, quand tu es assertive, ça peut les irriter. C'est la seule fois, mais bon, après, je dis bon, je m'en fiche d'une certaine manière, et tant que je suis bienveillante et gentille, voilà, il va falloir qu'ils apprennent à vivre avec.
Alors moi, dans mon milieu, pardon, juste pour compléter, ce qui est important, c'est que moi, dans mon milieu, j'ai vraiment beaucoup d'hommes et en fait, il y a une partie technique il y a la gestion de chantier, il y a la gestion d'ingénieurs techniciens et quand on va sur un chantier, une femme obtient beaucoup plus de choses qu'un homme parce qu'elle a justement la psychologie qu'un homme n'a pas. On n'a pas besoin de faire de crise d'autorité et gérer pour une femme des équipes techniques et des chantiers, c'est pas une difficulté, bien au contraire. C'est même beaucoup plus facile, je dirais. Il faut pas avoir peur de ça, en fait. La notion de genre, la connotation masculine sur la partie très masculine, chantier, c'est quelque chose qu'il faut pas en avoir peur du tout. Ok, alors pour rebondir sur la question du peu d'expérience dont Doris a fait part tout à l'heure, j'ai une autre question. Que faire quand on est jeune diplômé et sans expérience significative et que personne nous donne notre chance à intégrer une entreprise? Ah, Ouais. ça c'est compliqué pour vous en ce moment, oui, ça c'est clair. Je vais vous donner un petit exemple. Il faut savoir bien se vendre. Moi, j'ai eu quelques candidats qui étaient en difficulté parce qu'ils ne trouvaient pas d'alternance et donc s'ils trouvaient pas d'alternance, ils pouvaient pas valider leur année. Ils ont été très insistants, obtenu des rendez-vous par tous les biais possibles et imaginables, principalement aussi par les réseaux sociaux, tout à fait. Et après, ils ont été tellement performants en rendez-vous que j'ai eu envie de les aider. Et donc, du coup, je dirais qu'il faut bien savoir se vendre, montrer qu'on a envie, montrer qu'on est passionné, et pourquoi on veut rentrer dans ce type de structure et tel métier. C'est vrai que c'est difficile pour vous en ce moment, mais il faut vraiment savoir bien se vendre. Oui, et pour ajouter, bon, déjà, il y a même dans ce contexte difficile, hein, il y a des entreprises qui recrutent, qui prennent des alternants, des apprentis, hein, comme nous, par exemple. Nous, on va prendre plusieurs douzaines d'alternants cette année. Et donc, je pense qu'il faut chercher aussi sur LinkedIn et autres. Vous trouverez les sociétés qui recrutent, première chose. Deuxième chose, il faut aussi être flexible. Là, je fais une fois par an, je participe au salon Les Jeunes d'Avenir où j'ai fait du coaching de jeunes, parfois aussi un peu éloignés de l'emploi et tout ça, ou venant d'un environnement difficile. Et là, j'ai beaucoup parlé avec des jeunes femmes et 80% m'ont dit, je veux faire de la communication. Je dis, écoutez, je vous donne un conseil, hein, tout le monde veut faire de la com. Mais moi, voilà, quand je regarde mon organisation de 2500 personnes, j'ai 4 personnes qui font de la com et j'ai 400-500 techniciens de service, des ingénieurs, des personnes dans des métiers techniques. Si vous voulez trouver un boulot, peut-être soyez aussi ouvert à d'autres métiers où il y a de la demande. Et il y a une pénurie. Et c'est pour ça, tous les métiers techniques, actuellement, on la côte aussi, pas seulement aussi les métiers, je dirais, manuels, les techniciens, les électroniciens. Il y a beaucoup de métiers où il y a une demande, où nous, en tant que société, on a du mal à trouver des personnes. Donc, soyez aussi un peu flexibles et faites quelque chose auquel vous n'aurez pas pensé au début, parce que peut-être ça va vous ouvrir aussi, donner envie, en fait. Alors, je vous propose de répondre encore à 2 questions et ensuite, on va vous laisser continuer votre présentation, si ça vous convient. Alors, le soutien dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que vous l'avez eu en interne dans l'entreprise ou est-ce que ça peut être aussi une personne à l'extérieur? C'est les deux, en fait, c'est les deux. En entreprise, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et c'est aussi à l'extérieur, il ne faut pas hésiter quand on démarre. Moi, je me rappelle de certains rendez-vous où on m'a lancé dans le grand bain sur certains rendez-vous où je ne savais pas de quoi je parlais. Mais voilà, il faut pas hésiter à dire je ne sais pas, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas. C'est un signe d'intelligence au contraire de dire je ne sais pas, aidez-moi. Donc en externe, on peut trouver aussi des tas de personnes qui sont prêtes à nous aider. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Bon, moi, je pense, ouais, bien sûr, le réseau le plus fort, c'est là où on travaille, mais on croise des personnes. Il faut avoir les yeux ouverts aussi dans votre environnement. Si vous êtes dans un club de sport, par exemple, il y a des adultes et voilà, peut-être ces personnes, n'hésitez pas à interroger les adultes, même si ce n'est pas les personnes qui vous intéressent le plus. Posez les questions à ces personnes. Essayez de comprendre ce qu'ils font. Ça vous permet aussi de découvrir des choses auxquelles vous n'aurez peut-être pas pensé avant.
Et puis le doute, ça fait avancer. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir des doutes. Il ne faut pas hésiter à dire au secours, j'ai besoin d'aide. Je l'ai fait quelques fois, ça, et heureusement d'ailleurs. Merci. Et à l'inverse, est-ce que certaines personnes vous ont tourné le dos ou ont essayé de vous bloquer dans votre évolution? C'est arrivé une fois, mais après, il faut savoir le combattre, hein. Mais il ne faut pas avoir peur de… Enfin, oui, c'est arrivé une fois, mais quand on travaille, quand on travaille beaucoup, qu'on est pugnace, qu'on sait où on veut aller et qu'on est droite et fidèle, ça paye toujours. Et donc, c'était de la jalousie, mais ça, on en aura toujours, hein, qu'on soit un homme ou une femme, hein, ça arrive tout le temps. Moi, j'avais aussi une situation où, voilà, il y avait un homme qui était à mon niveau dans une organisation et lui, il avait vraiment un problème, hein. C'était déjà, quand il a identifié une femme qui, dans ses yeux, était faible, il les a harcelées. Après, il y avait des femmes, bon, moi, j'étais pas, il m'a pas vu dans cette catégorie-là, sa réaction était l'inverse. Il a tout fait pour, pour me mettre dans des situations difficiles et pour montrer, voilà, pour se débarrasser de moi, pour ne pas avoir une concurrente. Et ça, il a fait avec une ou deux autres femmes qui étaient aussi, voilà, qui impressionnées par ça. Et après, là, à ce moment, ça m'a beaucoup travaillé quand même. Et ce que j'ai fait, je suis allée voir mon chef, mon patron, et je lui en ai parlé. Et heureusement, c'était quelqu'un qui était pas, qui l'a aussi observé. Et cette personne, hein, il a sorti de la société. Plutôt pour le sujet de l'harcèlement, mais aussi par rapport au sujet que moi, j'ai vécu avec une autre collègue. Alors, je vous remercie. Je vous propose que vous continuiez votre partie avant de répondre à nouveau à d'autres questions. Il nous reste 20 minutes. Juste avant que vous continuiez, nous avons des témoignages de personnes qui nous disent que vous êtes très rassurante. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Ouais, avec plaisir. Je vous laisse la main avant qu'on refasse une petite session questions-réponses. En fait, je pensais qu'on avait fini notre présentation et qui fait qu'on était… Pas de souci, Voilà. Je pense que c'est mieux qu'on réponde à plus de questions possibles, à mon sens. Qu'est-ce que tu en penses, Doris? Okay. Absolument. Voilà, bonjour. On n'a pas préparé beaucoup des PowerPoint ou des choses. On est vraiment là pour répondre à vos questions. Je pense qu'on a les deux des parcours voilà, qui peut-être vous ont incité à avoir des idées, à développer des questions vous-même. Pas de souci, j'ai encore plein de questions pour vous. Alors notamment, est-ce que vous pensez que pour atteindre un poste à responsabilité, il faut avoir certaines qualités en particulier et notamment savoir parler anglais? Alors, chez Doris, certainement. Chez moi, non. Alors, ça dépend des secteurs. Moi, dans mon secteur, la promotion immobilière, je parle jamais anglais, non. Donc, après, Doris sera beaucoup plus à même pour répondre à cette question. Oui, bon, pour tout ce qui est grands groupes internationaux, voilà, c'est absolument indispensable. Mais bon, il ne faut pas être parfait. Ça se développe aussi. Mais je vous conseille de le faire tôt dans votre vie. Parce que moi, je vous donne l'exemple, dans mon COMEX, là, j'ai beaucoup de personnes expérimentées, mais qui parlent, quelques-unes ne parlent pas très bien l'anglais et c'est un véritable frein pour eux parce qu'à partir du moment où il faut parler avec le siège, qui est en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis ou je ne sais pas où, ils se débrouillent. Voilà, c'est compliqué pour eux. Et souvent, ce sont des personnes très compétentes, mais ils n'arrivent pas à passer le message. Et quand je vous donne mon exemple, dans une journée, moi, je parle peut-être 50% de mon temps, je parle français, 30% je parle anglais et 20% je parle allemand. Je switch tout le temps. Mais ça, c'est un groupe international. Mais vous pouvez aussi faire de la carrière voilà, comme Lise l'a dit, où vous n'êtes pas trop confronté à l'anglais. Ça dépend vraiment du business où vous êtes. Ok. J'ai ensuite une question, c'est plus un long commentaire témoignage. Alors, si jamais vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, je vous le relirai. Par rapport à demander de l'aide, je viens justement de soulever ce besoin à mon tuteur. Je suis en contrat pro et ça a donné lieu à des commentaires indirects du style «
Ah voilà, dès qu'il y a des difficultés, ça n'assume plus d'avoir demandé des responsabilités, sachant que cette demande d'aide a été faite après avoir bien travaillé de mon côté. Comment réagir dans cette situation? Alors là, moi, je peux dire que son tuteur, et c'est pas quelqu'un de très positif et pas quelqu'un de vraiment pas très intelligent, puisque notre rôle de manager, c'est de faire évoluer nos collaborateurs et justement les aider et répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Comment réagir? C'est pas facile. C'est un autre tuteur. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'elle ne peut pas changer de tuteur, effectivement, parce que ce tuteur-là ne la poussera pas vers le sommet et c'est juste dommage. Il faut qu'elle se libère de ce tuteur, à mon sens. Et après, dans une société, je dirais, les organisations qui peuvent aider, c'est les ressources humaines. Donc, j'essaierai de voir avec quelqu'un des RH pour vous aider. Ok, donc se reporter vers les personnes du RH, notamment lorsqu'on est salarié. Ce serait votre conseil. Oui. Ok, écoutez, merci. Comment avez-vous géré la vie familiale et la montée en grade? Alors, pour ma part, j'ai qu'une seule fille qui a maintenant 27 ans. Et c'est vrai que je n'ai pas été très, très présente la semaine. Je partais tôt. Alors, si je l'emmenais tous les matins à l'école, quoi qu'il arrive. Par contre, le soir, effectivement, c'était une nounou qui s'en occupait, mais je gérais tous les week-ends avec elle, toutes les vacances scolaires avec elle. Il y a des choses qui étaient juste incontournables, c'est les vacances et tous les week-ends. Mais c'est une question d'organisation après, et puis on peut se faire aider. Je veux dire, il y a à partir du moment où on commence à avoir des postes à responsabilité, on a quelques moyens qui nous permettent de nous faire aider aussi pour faire en sorte que le matériel n'empiète pas sur la qualité de vie. Et moi, mon avis, il vaut mieux un peu de moments de grande qualité avec ses enfants plutôt que de grands moments avec une personne qui est frustrée et qui ne passera pas un bon moment de qualité, justement. Oui, tout à fait. Moi, comme je l'ai dit, j'ai 2 enfants qui ont 7 ans et 9 ans. Et en fait, moi, j'ai déjà avoir de jeunes enfants en France, c'est plutôt bien. Je vous rassure. Si vous comparez la France avec l'Allemagne, en Allemagne, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que toute l'infrastructure n'est pas aussi bien développée qu'en France, avec les crèches, le marché des nounous n'existe pas en Allemagne, hein, juste pour vous le dire, où c'est absolument pas, il faut être super riche pour pouvoir les payer, c'est quelque chose qui existe ici. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, voilà, à partir du moment où financièrement, voilà, vous avez les moyens, voilà, on dépense beaucoup d'argent pour de jolis vêtements, pour les vacances. Alors, moi, je dépense de l'argent pour avoir une dame qui s'occupe de la maison et des enfants full-time. Elle a un contrat 40 heures par semaine et voilà, elle est disponible là quand j'ai besoin d'elle. Elle a beaucoup de liberté parce que voilà, les enfants vont à l'école, elle s'organise elle-même. Mais quand j'ai besoin d'elle le soir, parce que bon, avec le Covid, c'est un peu relativisé, mais normalement on a des soirées et des choses, elle est disponible. Donc il faut se doter de personnes qui aident. Et après, comme Lise l'a dit, hein, c'est voilà, je les dépose à l'école quand je peux, je passe les week-ends avec eux. Quand il a des petits trucs à l'école, des démonstrations, ouais, j'essaie d'y être. Il faut choisir des moments de privilège, mais ce n'est pas la quantité, c'est plutôt la qualité qui compte. Et puis, il faut mettre le papa au travail aussi maintenant, parce que les pères sont très investis maintenant, contrairement à moi, la mienne a 27 ans. Moi, mon mari, à l'époque, il s'occupait pas beaucoup parce que c'était pas dans la philosophie. Mais aujourd'hui, les papas sont très présents aussi à la maison. Donc, c'est un partage équilibré des tâches entre le papa et la maman. Et là, il faut instaurer ça dès le début, hein, parce qu'à partir du moment où les rôles se sont enracinés, c'est difficile de le changer. Mais là, c'est important que vous vous mettiez d'accord avec votre partenaire avant d'avoir les enfants pour que vous n'ayez pas des surprises après. Puis après, il faut arrêter de culpabiliser, il faut arrêter de se dire qu'il faut qu'on soit la femme parfaite. Ouais. On essaye d'être parfaite un petit peu dans tout, mais on ne peut pas être parfaite partout. Et donc, il y a forcément des moments où il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Ouais, mais c'est comme ça. On ne peut pas être partout et on ne peut pas être excellente dans tout. Il y a des moments où ce n'est pas si simple. Et il ne faut pas culpabiliser, justement, au contraire.
J'ai justement quelqu'un qui a réagi à ce thème qui nous dit on ne poserait jamais cette question, comment gérer la vie familiale à un homme. C'est ça. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est vrai qu'on ne pose pas cette question à un homme. C'est vrai qu'il y a parfois des entretiens où on dit aux jeunes femmes, ah oui, mais vous allez me faire un congé maternité. Et oui, un congé maternité, c'est 3 mois. Et le manager, il peut gagner 3 mois. Mais il faut pas culpabiliser là-dessus. Il faut pas que ce soit un frein. Ça nous a jamais empêché d'évoluer. Bien au contraire. Parce qu'on a beaucoup de volonté et on sait faire plein de choses qu'un homme ne saura pas faire, sans faire du féminisme, hein, mais on sait cumuler, on sait gérer un petit peu tout ça. Et là aussi, nous, en tant que femmes dirigeantes, on peut aussi être un rôle modèle pour les jeunes hommes qui travaillent dans notre entreprise. Hein. J'ai des collaborateurs, voilà, qui, moi, quand je leur dis, écoute, là, je ne vis pas dispo, 8h30, c'est un mauvais moment, c'est là où je dépose mes enfants. Si après-demain, j'organise un rendez-vous et lui n'est pas dispo parce qu'il a un sujet avec ses enfants, voilà, il n'a pas peur parce que je suis dans la même situation que lui. Donc, je pense avoir aussi une femme voilà, en tant que chef, ça peut être aussi rassurant pour les hommes d'assumer davantage leur rôle en tant que papa moderne, si je peux le nommer comme ça. Oui, c'est vrai. Merci pour vos réponses. On va changer un petit peu de thème. Alors, j'ai une question pour des postes de cadre supérieur. Comment accéder au marché caché, les postes qui ne sont pas diffusés sur les sites de recrutement? Alors là, c'est déjà, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il faut avoir parfois effectivement même la chance de rencontrer la bonne personne au bon endroit. Mais c'est ce que disait Doris, je pense que c'est le réseau. Le réseau est hyper important, le réseau nos réseaux personnels, le réseau professionnel, pas forcément que les réseaux sociaux, mais le réseau de tiens, je me rappelle que j'ai rencontré il y a 10 ans telle personne, est-ce qu'elle a évolué en temps, là, elle peut peut-être m'aider. Voilà, le réseau est hyper important. Ouais. C'est ça. Après, une autre possibilité, c'est aussi de connaître des chasseurs de tête qui ont je dirais, leur propre carnet d'adresses avec des personnes et qui, si un poste est cherché, c'est quelque chose qui est confidentiel, qui n'est pas sur LinkedIn ou autre, voilà, il faut qu'ils vous connaissent aussi. Ça, mais ceux qui aident le plus, c'est comme Lise le dit, c'est le réseau perso. Et est-ce que, à ce titre, les candidatures spontanées aboutissent encore de nos jours? Et pas beaucoup quand même. Hein. Ouais. En fait, les candidatures spontanées, alors moi, pour donner chez moi, elles n'arrivent pas vraiment sur mon bureau, en fait, aujourd'hui. Ce qui est dommage, d'ailleurs. Ouais. Moi, j'en reçois parfois, je les regarde. Si je trouve le profil intéressant, je l'envoie à notre centre de recrutement et je dis à garder en tête si jamais on cherche quelqu'un pour un poste XY. C'est ce que moi, je fais. Et après, bon, bien sûr, si quelque chose vient de ma part à notre centre je dirais, de recrutement, c'est peut-être regarder de façon plus près que si vous l'envoyez directement à eux de l'autre côté. Si moi, je suis inondée par des candidatures, parfois, voilà, c'est aussi, voilà, il ne faut pas qu'il y en a trop. Donc, ça, et surtout, il ne faut pas être trop insistant non plus. Là, je vois ça parfois aussi quand je reçois des personnes qui m'écrivent, après elles me réécrivent. Parce que, voilà, je dis, je les transfère à votre centre de recrutement. Ils m'en renvoient un email 3 jours après. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'envoient. Ça commence à m'énerver aussi parce que, bon, si on n'a pas de job là maintenant, ça ne va pas. Voilà. Il faut bien mesurer. Il ne faut pas trop s'imposer non plus. Sinon, ça a l'effet inverse. Oui, elle a raison, Doris aussi. Oui. Ok. Quels sont les domaines techniques dont vous parliez tout à l'heure, Doris, qui recrutent beaucoup? Bon, chez nous, c'est tout ce qui est technicien de service, donc, pour tout ce qui est gestion du bâtiment, climatisation, automatisation, le bâtiment intelligent, donc des métiers informatiques, GTB, voilà. C'est les métiers dont moi j'ai parlé, mais c'est mon domaine à moi. Après, il y a bien d'autres domaines. Si vous êtes un peu dans tout ce qui est digital, hein, des architectes solutions pour des solutions digitales, l'intelligence artificielle,
des data scientists. Ça, ce sont des métiers énormément recherchés et où il y a vraiment une pénurie sur le marché. Donc, si vous venez de ce domaine-là, là, je vous assure, vous n'aurez pas de problème de trouver du boulot. Okay. Vous vouliez rajouter quelque chose, Lise, peut-être? Alors nous, c'est plutôt le secteur le plus en vogue et sur lequel il y a plus de recrutement en ce moment, c'est tout ce qui est développement. Donc développement, c'est-à-dire c'est la recherche de terrain pour construire des immeubles. Là, on a des réels besoins dans le groupe. Et peut-être un autre sujet plus large, pas forcément Siemens, je pense tout ce qui est lié au changement climatique, sustainability, voilà, tout autour de la préservation de notre planète. Je pense que ce sont des sujets qui déjà, j'imagine aussi la côte chez vous, et où il y a un besoin énorme même des jobs qui n'existent pas aujourd'hui, mais peut-être dans 5 ans, où les sociétés, nous, on aura besoin de compétences dans ce domaine-là. Bon, chez nous, ça fait partie de notre métier, donc l'efficacité énergétique, par exemple, mais il y a plein d'autres sujets. Le recyclage, j'en sais, il y a énormément de métiers dans ce domaine. Donc ça, si j'étais dans votre situation, c'est quelque chose que je regarderais de près parce que ça, c'est aussi un sujet, je pense, et ça m'intéresserait d'avoir votre retour. Hein, parce que là, j'ai récemment eu un échange avec la DRH de Siemens Monde qui m'a dit, écoute, tu as un conseil pour moi en termes de qu'est-ce qu'on doit faire aussi pour améliorer un peu notre image employeur en tant que Siemens pour les femmes. Je dis, bon, je pense des femmes, contrairement aux hommes, peut-être s'intéressent encore plus un peu à la raison d'être de la société. C'est quoi? C'est l'impact que moi, je peux créer par le travail que je fais. Et en tant que Siemens, on est dans ce domaine-là parce que tout ce qui est un peu voilà, changement climatique et on propose des solutions pour ça parce qu'on veut préserver la planète, tout ça. C'est des choses qui me motivent. C'est quoi la vision, la mission, la raison d'être de la société pour laquelle je travaille. Et voilà, en tant qu'employeur, il faut aussi le véhiculer. Et donc, si vous cherchez une société ou un domaine dans lequel vous voulez travailler, posez-vous aussi la question, est-ce qu'il y a des sujets qui, voilà, par rapport à la mission de la société pour laquelle vous voulez travailler, est-ce que ça vous intéresse? Alors, Doris a complètement raison, c'est qu'effectivement, ce qui est important nous aussi dans l'immobilier, c'est tout ce qui est environnemental. Et il y a des bureaux, les plus gros employeurs en ce moment sont les bureaux d'études d'environnement qui réfléchissent à comment construire autrement, comment recycler tous les matériaux, avoir les circuits courts, tout ce qui est recherche et développement à ce niveau-là, c'est effectivement là où vous pouvez trouver de belles opportunités aujourd'hui aussi. Alors, il nous reste seulement 2 minutes, donc est-ce qu'en 2 mots, vous pourriez nous faire un petit résumé vraiment très très court de comment créer sa chance? Alors, comment créer sa chance? Je dirais saisir les opportunités, ne pas avoir peur, transformer les difficultés en opportunités et travailler beaucoup et oublier les stéréotypes. Merci. Doris? Oui, voilà, je reviens à ma devise, le success occurs when opportunity meets preparation. Donc, voilà, travaillez, soyez préparés, travaillez dur, apprenez en permanence et saisissez les opportunités quand elles se présentent à vous et surtout par rapport à des personnes avec qui vous êtes en contact. Hein. Il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Donc, ça, pour moi, ce sont les deux domaines. Super. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Lise et Doris, pour votre intervention. C'était hyper enrichissant. Quant à vous, participantes, je vous remercie d'avoir été si nombreuses à écouter cet atelier L'accès des femmes à des postes à responsabilité. Je vous souhaite une belle journée sur ce forum Réseau et carrières au féminin et à bientôt sur de prochains événements. Elle bouge. Merci à tous. Au revoir. Bye bye.